Ensemble pour une Martinique nouvelle parle d'un investissement de 2 milliards d'euros sur 5 ans pour booster l'économie martiniquaise. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis pour booster l'économie martiniquaise et dans notre plan au Grand Semblé, la liste Grand Semblé, dans notre programme, nous avons prévu un choc de 245 millions d'euros dès la première année et nous disons comment nous allons pouvoir financer cela. C'est notamment en faisant appel à l'épargne martiniquaise dans le cadre d'un emprunt obligataire et donc ce que nous proposons est crédible. Maintenant, je remarque que M. Letchimy, le président de région et président de Ensemble pour une Martinique nouvelle, a fait 2 plans de relance et c'était toujours des sommes de l'ordre de 50 millions d'euros par an que la région injectait. Le premier plan, c'était 150 millions d'euros, vous vous rappelez, sur 3 ans. Donc, ils ne nous ont pas habitués à de tels chocs, parce qu'en réalité, 2 milliards sur 5 ans, ça veut dire que c'est de l'ordre de 400 millions d'euros par an. Alors, je crois qu'ils commencent à se rendre compte que leur plan de relance était insuffisant, mais il ne suffit pas de faire des effets d'annonce, ils n'ont fait que ça. Il faudrait qu'ils nous disent comment ils vont financer. Nous avons dit comment nous allons faire ce choc de 425 millions d'euros. Et nous disons ce que nous allons faire avec, parce qu'il faut lancer un certain nombre de grands travaux, et il faut les lancer sans privilégier uniquement des multinationales, comme c'est le cas aujourd'hui sous le TCSP. Nous allons lancer des grands travaux, mais en faisant en sorte que ce soit le tissu économique local qui soit essentiellement concerné. C'est le seul moyen d'entraîner la création d'emplois, c'est le seul moyen d'irriguer la consommation. Pour nous, c'est un choc d'investissement, mais en même temps, c'est un choc de demande par tout ce qui va être versé comme salaire. Le 29 octobre, le Conseil général offre 15 millions d'euros à la région. Quel est votre avis? Écoutez, j'ai dénoncé cela dans une intervention très forte au cours de cette plénière du 29 octobre. C'était invraisemblable. Je crois que ça ne s'est jamais vu. La région qui se prétend en bonne situation financière, quelques jours avant cette plénière, on avait entendu le président de région affirmer en télévision qu'il n'avait pas de problème financier, que ceux qui disaient qu'il y avait un déficit, voire un surendettement, montaient. Donc tout allait bien sur le plan financier à la région. Or, la région demande au Conseil général 15 millions d'euros en investissement. C'est une subvention de 15 millions d'euros, ça ne s'était jamais vu. Autrement dit, si on en croit le président de région qui dit qu'il a de l'argent, c'est le plus riche qui demande au plus pauvre de lui apporter une aide en investissement. Alors, chacun sait que le Conseil général a d'énormes difficultés, que depuis 4 ans, depuis le changement, l'investissement a baissé. Ils ont voulu trop vite réduire l'encours de dette. J'avais commencé déjà une réduction de l'encours de dette, mais nous, les dettes, c'était les emprunts que nous faisions. Donc, c'était toujours pour investir et faire de l'investissement rentable, créateur d'emplois, apportant une activité économique. Ils ont baissé le niveau de l'emprunt trop vite et ils ont réduit l'investissement destiné à l'équipement de la Martinique. Au point que même la maintenance à niveau des infrastructures du Conseil général, comme les routes par exemple, mais également de bâtiments comme les collèges, etc., tout cela a été un petit peu laissé de côté et nous avons un patrimoine qui se dégrade. Ce patrimoine, ce sera 80% du patrimoine de la future collectivité. Donc voilà un Conseil général qui a des difficultés à investir, y compris sur son propre patrimoine, avec des conséquences sur l'activité des petites et moyennes entreprises, et qui prélève sur lui-même pour aider une région qui se prétend à l'aise sur le plan financier. Alors, pourquoi il y a eu cette demande d'emprunt? C'est pour achever le TCSP, essentiellement, 14 millions
sur ces 15 millions, c'était pour achever le TCSP, et 1 million pour des aménagements sur l'Institut martiniquais du sport. Mais il faut savoir que le Conseil général a dû faire 2 emprunts pour cela, et puis toute une série de ce qu'on appelle des virements de crédit pour pouvoir fournir cet argent. Alors les virements de crédit, c'est quoi? C'est des prélèvements sur des sommes qui étaient destinées à des investissements du Conseil général. Exemple, 500 000 euros prélevés sur les sommes prévues pour construire le fameux pont du Prêcheur. 2 millions d'euros prélevés sur de l'aide aux communes en investissement, etc. etc. Donc des travaux routiers, des travaux de mise en sécurité, tout cela, le Conseil général se prive de ces opérations-là pour aider la région. Et alors le bouquet, c'est que la région se réunissait le lendemain et avait déjà prévu d'engranger cette somme, puisque les conseillers régionaux étaient appelés à voter une décision modificative avec en recette déjà ces 15 millions que nous n'avions pas encore votés. C'est-à-dire que 15 jours avant, les élus du conseil régional recevaient des documents sur lesquels on préjugeait déjà du vote des conseillers généraux, ce qui fait que je me suis demandé si nous étions des élus d'exécution, puisqu'on estimait que nous ne pouvions pas faire autrement. Et bien entendu, les démarches, les procédures légales n'ont pas été respectées, puisqu'il ne suffit même pas qu'une somme soit votée, il faut qu'il y ait une délibération. Ça prend un certain temps, la délibération, et il faut qu'elle aille au contrôle de légalité. Et là, dans ce que j'ai appelé une petite république bananière, où on ne respecte plus rien, eh bien, une collectivité inscrivait déjà en recette une somme qui n'avait pas encore été votée par l'autre collectivité, et ce, au mépris du contrôle de légalité des procédures prévues par les textes. Quel est votre regard sur le TCSP? Alors, vous savez que le TCSP, ça a été un projet initié par le Conseil général à la fin des années 90, vers 95-98. Ensuite, à l'époque, nous avons voulu associer la région. Donc le premier tracé qu'avaient conçu les services techniques du Conseil général, qui passait par Dillon, a été modifié. Nous nous sommes mis d'accord sur un nouveau tracé qui passait sur l'autoroute. Et nous sommes allés ensemble à l'époque, le président Marie-Jeanne et moi-même, à Bruxelles. Nous avons présenté le premier projet. Et comme il y avait des aspects divergents sur ce projet-là, il y avait des options à prendre. Bruxelles nous avait dit, on ne veut voir qu'un responsable, un projet finalisé, et c'est pour cela que l'État français nous avait conseillé de constituer un syndicat mixte qui en quelque sorte servait d'interlocuteur intermédiaire avec Bruxelles, et que nous avions un chapeau qui couvrait le Conseil général et le Conseil régional. Et nous avons continué à travailler, et c'est en 2006 que nous avons présenté un projet qui est entré dans ce qu'on appelle un grand projet européen. Le coût, qui au départ était de l'ordre de 100 millions, on était déjà arrivé à 245 millions d'euros, puisque le projet avait pris une certaine dimension. Il répondait à des besoins, bien entendu, de facilitation de l'écoulement d'un flux énorme de véhicules, tout le monde le sait, sur cet axe-là. Et par conséquent, l'Europe était prête à financer à 36% en gros ce projet de 245 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous en sommes à plus de 300 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a plus de 60 millions de surplus, et les surplus ne sont pas tous justifiés. Ce n'est pas à cause du temps qui a passé. Un an, en 2011, après l'arrivée de la nouvelle gouvernance à la région, ils ont perdu un an sans rien faire, puis après ils ont voulu accélérer les choses, mais c'est surtout parce qu'ils ont confié la réalisation du dernier tronçon, le tronçon que nous voyons vers l'aéroport, sans entrer dans les détails. Donc ce dernier tronçon, il a été confié à un privé, à une multinationale, Vinci pour ne pas la nommer. Et la formule qui a été retenue, c'est une formule que l'on appelle participation publique-privée, PPP. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ça consiste à demander à un privé de préfinancer, parce qu'on n'a pas assez d'argent,
qu'on ne veut pas emprunter, on court-circuite les banques, et le privé donc préfinance, fournit l'argent au départ, mais le privé vous dit, je le fais à condition que vous me laissiez concevoir la partie du projet que vous me confiez, et puis que vous me versiez un loyer sur 20, 25 ans. Et quand on regarde bien le résultat, il y a beaucoup de rapports qui sont faits, dont un rapport du Sénat récemment sur cette formule des PPP, des partenariats publics-privés. On se rend compte que ça revient beaucoup plus cher aux collectivités dans le temps que si on emprunte pour réaliser. Et en plus, la collectivité publique se départit de ses responsabilités, et ça a des conséquences. Le privé, bon, il est dans un secteur où il cherche à gagner de l'argent, forcément, c'est pas un philanthrope. Qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit le projet, évidemment, sans aller à l'économie. Il va au contraire essayer de gagner un maximum d'argent, donc il aura tendance à hypertrophier votre projet. Et c'est ce qu'on voit, il y a des travaux qui ne sont pas justifiés là, à l'heure actuelle. Quand vous interrogez des techniciens indépendants, il y a vraiment des travaux non justifiés. On fait du grandiose comme si on était un pays sous-développé à pouvoir faire des choses grandioses. Tout ça n'était pas prévu au départ. Et le privé en question, bien entendu, c'est lui qui lance les travaux. Lorsque c'est la collectivité qui le fait, elle est censée quand même faire attention au tissu économique local. Elle doit essayer de privilégier les acteurs économiques locaux, le BTP local. Mais le privé, évidemment, n'a pas ce souci-là. Donc on n'est pas sûr que ça va être son objectif prioritaire. Et d'ailleurs, on le voit bien. Les petites entreprises qui se retrouvent en sous-traitance sont souvent un peu pressurisées. Donc au total, c'est une affaire qui va coûter plus cher, qui va mettre plus de temps. Et moi, je me pose des questions sur l'achèvement des travaux. Est-ce qu'on va achever comme on le prétend avant la fin de décembre, avec toutes les conséquences sur toutes les conséquences sur le remboursement par l'Europe? Parce que normalement, il ne faut pas dépasser fin décembre. Et quand on voit l'état des travaux, on peut se poser des questions. Puis alors, j'ai dit qu'il y a les conséquences pour nos entreprises locales, qui ne sont pas prioritaires dans cette affaire-là. Et puis enfin, les surcoûts que devront supporter les contribuables pendant des années, probablement 21 à 25 ans. C'est des millions d'euros de loyer à payer à Vinci avant que nous devenions propriétaires de cet équipement. Donc à mon avis, il y a une très mauvaise gestion de cet équipement depuis la nouvelle gouvernance. Quelles sont selon vous les grandes mesures qu'il faudrait prendre afin de mieux développer le nord de la Martinique? Alors en ce qui concerne le nord, vous me posez la question puisque je suis tête de section du nord pour la liste rassemblée menée par Alfred Marie-Jeanne. Alors il faut faire très attention. Tout le monde parle de développer le nord, mais le nord de la Martinique ne peut pas se développer comme le sud. C'est une partie qui, sur le plan naturel et sur le plan culturel également, est une partie très importante pour la conservation du patrimoine martinique, patrimoine naturel. Vous voyez bien comment nous avons des forêts, nous avons un ensemble de flore, de faune, etc. à préserver, mais également culturel. Nous savons que c'est la partie de la Martinique qui a gardé le plus les éléments, on peut dire, traditionnels. Donc il ne s'agit pas d'aller faire n'importe quel développement. Alors, je veux dire que, bien sûr, tout le monde dit qu'il y a du retard, et tout le monde va développer le Nord. Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait un certain nombre de choses. Pendant ma présidence, il y a eu quelques grandes infrastructures. Exemple, côté nord-atlantique, il y a eu quand même le port de Grand-Rivière, qui est un port de désenclavement, qui est un port à la fois de pêche, mais de commerce. Enfin, c'est une infrastructure extrêmement importante pour le Nord, pas simplement pour Grand-Rivière. L'usine d'eau potable du Lorrain, c'est un équipement extrêmement important. Il n'y en a pas d'autre dans toute la zone
Caraïbes. Il y en a très peu même en Europe. C'est le filtre au 10e de micron, je veux le rappeler, et a été conçu pour résister à des tremblements de terre de forte magnitude. Bon, côté Caraïbes, le port de Casse-Pilote qui a été agrandi, modernisé. Nous avons le CDST, le Centre de découverte des sciences de la Terre, qui a été construit, etc., etc. Tout un tas d'ouvrages, le pont de Font-Saint-Denis pour désenclaver. Bon, ça c'est le passé. Que faut-il faire maintenant? Nous avons prévu d'abord une extension du TCSP vers Schellcher. C'est le début de la section nord, c'est Schellcher. C'était prévu de longue date, mais il faudra le faire. Et par ailleurs également, une mise à deux voies de la route nationale numéro 1, la RN1, qui est importante aussi hein, pour aller jusqu'à Trinité. On sait que, bon, après, c'est les voies qui partent vers le nord. Ce sont les voies qui partent vers le nord. Et nous avons prévu que l'université puisse avoir un pôle dans le nord, qui soit un pôle dédié à tout ce qui concerne les sciences de la Terre. C'est extrêmement important, ça va permettre toute une activité intellectuelle et qui se consacre essentiellement justement à des éléments qui concernent notre patrimoine. Nous avons également prévu toute une série d'équipements que je ne vais pas détailler et surtout des aides à l'agriculture, surtout dans la partie qui concerne l'alimentation de notre population, c'est-à-dire tout ce qui concerne le maraîcher. Hein, nous avons toujours aidé, hein, conseil général, conseil régional, les maraîchers, mais il faut aller beaucoup plus loin. Nous allons continuer l'effort que nous avions entrepris de diversification. Vous avez vu ce que j'avais fait pour créer un pôle d'horticulture avec le pôle Petit Galion, hein, qui est un pôle d'excellence rurale. Il va falloir d'ailleurs aider bien plus pour qu'il devienne véritablement une tête de file avec la possibilité d'exporter de la fleur, et c'est très rentable. Il faut continuer à aller vers des créneaux comme ça de diversification. Bien sûr, je ne vais pas vous donner tous les éléments que nous avons prévus, mais il est clair que pour nous, il y a des infrastructures, il y a des aides à l'agriculture traditionnelle, mais surtout à la diversification, à tout ce qui concerne, bien sûr, l'agriculture destinée à la consommation intérieure, et notamment j'ai cité les maraîchers, mais dans tout cela, un regard particulier visant un développement préservant, bien sûr, les aspects environnementaux. Hein, s'il y a une zone où le défi écologique doit être pris en compte, c'est bien la zone nord, et je peux vous assurer que nous serons extrêmement attentifs à cette zone, développée, mais en respectant ce qu'elle a de spécifique, ce qu'elle apporte de conservation de notre patrimoine, de notre tradition et de notre culture. Comment réagissez-vous à la défection d'Alfred Monthieu, qui est du RDM comme vous-même? Alors vous savez, bon, moi je suis assez consterné, je dirais, de la manière dont les choses se passent hein, à son niveau. Hein. Moi, il ne m'a absolument pas expliqué sa position. Je ne peux donc pas commenter sa position, puisque à aucun moment je n'ai reçu d'éléments me permettant de savoir quelle position il allait prendre. Concrètement, il est clair qu'il n'a pas jusqu'ici appelé à nous soutenir. Il est clair que j'ai vu que certains de ses conseillers sont allés sur d'autres listes, et notamment celle que nous combattons, la principale que nous combattons. Mais lui, je n'ai pas entendu de déclaration, hein, ni prenant position pour les uns, ni prenant position pour les autres. Mais cette absence de position me pose problème. Je ne peux pas en dire plus. Il y a 3 ans, le député maire Bruno Nestor Azero disait le plus grand bien de vous. On avait l'impression que vous étiez son père spirituel. Depuis,
il a contesté votre légitimité ainsi que celle d'Alfred Marie-Jeanne, même si il est revenu sur ses pas concernant ce dernier. Quel est votre sentiment? Écoutez, là c'est encore plus déroutant. L'attitude de Nestor Azerot a commencé à poser problème sitôt après son élection à la députation, élection à laquelle j'ai pris une part notable, tout le monde le sait. Effectivement, les contacts ont été de plus en plus rares avec lui, et c'est vrai que lorsque nous avons commencé à discuter de la nouvelle collectivité, la collectivité unique de Martinique, il a d'entrée de jeu considéré qu'il ne pouvait y avoir de futurs responsables pour mener cette collectivité que lui-même et Jean-Philippe Nilor. Et pendant tout un temps, il nous a expliqué qu'en dehors de cela, il n'était pas question qu'il soutienne qui que ce soit. Il fallait que ce soit une liste conduite par Nestor Azerot et Jean-Philippe Nilor. Alors, bien entendu, nous lui disions que Jean-Philippe Nilor était dans un parti et qu'il y avait une forme d'ingérence là, puisqu'il se portait fort pour quelqu'un qui faisait partie déjà d'un rassemblement. Bon, il n'en a jamais démordu, pour lui c'était ça, et il considérait que Alfred Marie-Jeanne et moi-même, nous étions dépassés, nous étions usés en quelque sorte, trop âgés. Nous ne l'étions pas 2 ans avant pour l'aider à gagner les législatives, mais voilà que nous avions tous les deux vieilli brutalement en l'espace de 2 ans. Bon, maintenant, quelles sont ses vraies motivations? Pourquoi cette attitude? Et pourquoi ces revirements? Puisqu'après, il a dit qu'il était prêt à aller avec Marie-Jeanne, mais pas question que je sois là. In fine, il était prêt à envoyer quelqu'un, mais il voulait à tout prix que cette personne de son entourage soit en 2e position, et sans condition. À plusieurs reprises, Alfred Marie-Jeanne lui a demandé de faire une déclaration claire. On n'a jamais pu obtenir cette déclaration claire, mais il voulait imposer une proche de lui en 2e position sur la liste. Donc, bon, il n'était pas possible non plus d'accepter cette forme de dictat. Mais moi, ce que je retiens, c'est que je ne comprends pas ces évolutions, ces revirements, et je m'interroge sur les motivations qu'il y a derrière cela. Et pour l'instant, je n'en dis pas plus parce que nous sommes dans un combat et je pense que ce n'est pas un combat municipal. Lorsque je tiens des réunions à Saint-Paris, j'explique aux électrices et aux électeurs que nous ne menons pas de combat municipal, donc il n'est pas question de M. Bruno Nestor Azerot en tant que maire. Maintenant, il fait ce qu'il veut, mais nous défendons un programme, nous défendons une certaine vision de la Martinique, nous participons à ce que nous croyons être un sauvetage de ce pays qui est en péril, et nous défendons, bien entendu, notre point de vue, nous le faisons avec des arguments sérieux, et nous refusons d'entrer dans des polémiques et des discussions qui n'ont pas lieu d'être dans de telles circonstances.